Bienvenue dans Féminouï, le rendez-vous des femmes par les femmes. Je suis Angelina, votre hôte, et je suis ravie de vous accompagner dans ce voyage qui promet d'être captivant. Plongez avec nous dans des conversations authentiques, des conseils pratiques et des histoires inspirantes qui feront vibrer votre féminité. Bonne écoute! Yorana Mareva, je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode. Avant même de commencer, je voulais faire un petit mot parce qu'on se connaît avant tout à titre perso. Je suis ravie de t'avoir rencontré, je suis ravie de cet échange qui, je le sais, va être plein d'émotions et de good vibes. Merci déjà pour ce partage, pour tout ce que tu vas nous raconter et c'est parti. C'est parti. Aujourd'hui, on va parler de ton histoire, de ta force intérieure comme extérieure d'ailleurs, et de ton parcours face au cancer. Avant de commencer, je te propose peut-être que tu te présentes et que tu nous en dises un peu plus sur toi. Bonjour, donc je suis Mareva, j'ai 44 ans cette année. Je suis une femme active, en tout cas je me considère très active, malgré ce que je traverse. Je suis une jeune maman, puisque mon fils va avoir 3 ans. Je travaille dans une société de financement participatif, et puis voilà. Avant d'en savoir un petit peu plus sur, je dirais, le présent et sur ce qui nous réunit aussi aujourd'hui, j'aimerais qu'on retourne un peu en arrière et notamment en 2013, puisqu'en 2013, ton parcours commence face au cancer. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette année-là? Alors, j'ai découvert ma maladie lors d'un examen gynécologique tous les 6 mois. Heureusement que je suis régulière, donc j'allais tous les 6 mois voir mon gynécologue. Et ce que ne fait pas toutes les femmes, hein, hélas, mais bon voilà, je pousse les femmes à le faire. Et lors de cet examen, donc mon gynécologue me palpe comme d'habitude la poitrine et sent une boule. Donc 6 mois auparavant, il n'y avait rien. 6 mois après, il y a une boule. Donc on découlait les examens que j'ai passés. Le médecin qui m'a fait les examens a pas fait, a tout de suite senti que ça pouvait être grave. Donc j'ai fait toute une série dans la biopsie. Les résultats sont tombés une semaine après, cancer du sein. Donc ça a été très rapide cette première fois en 2013, Voilà. après un examen qui était banal, tout aussi banal. On t'apprend que tu as un cancer du sein. Voilà, cancer du sein, et de là, bon ben c'est un chamboulement dans la vie, mais j'étais bien entourée, hein, comme toujours jusqu'à maintenant, je suis bien entourée. Arrive le protocole et le traitement, et voilà. Combien de temps ça va durer cette première année de traitement, de parcours du combattant? J'ai été d'abord opérée. Alors j'ai été opérée 2 fois, hein, pour retirer la tumeur. J'ai eu un cancer uniquement sur le sein droit. On m'a dit que dans mon malheur, j'ai eu de la chance, hein, les 2 seins n'étaient pas touchés, donc uniquement le sein droit. On m'a retiré la tumeur, donc en 2 opérations. Ensuite, j'ai continué sur la radiothérapie. Le protocole suivant, c'était la chimio, que j'ai refusé. Ça, c'était vraiment mon choix. Mon cas est donc passé en commission pour s'assurer que je pouvais passer outre la chimio. Donc, la commission a accepté, et le traitement a été l'hormonothérapie pendant 5 ans. Donc c'est ça, c'est-à-dire que donc il y a eu toute une phase de traitement, comme on a pu le voir notamment par exemple avec Justine, où on s'occupe de la tumeur, on l'opère, etc. Et après, pendant 5 ans, tu es surveillée étroitement et tu continues un traitement pour s'assurer en fait. Voilà, pour retarder en fait l'évolution de la maladie. Et puis, je ne sais pas si on peut dire pour en guérir, mais en tout cas pour atténuer la maladie. Puisqu'après, au-delà des 5 ans, voilà, pendant les 5 années où j'ai été traitée, j'ai passé des examens, et voilà, c'était très bien, hein, à chaque fois, nickel, nickel, nickel. Une fois que c'est fini ces 5 ans de traitement, tu es 5 ans sous surveillance. Donc là, c'est mammo, écho mammaire, toujours les visites chez le gynécologue, les bilans sanguins à faire. Voilà, ça c'était pendant 5 ans. Donc en fait,
2013, point de départ. Ouais. S'écoule une année, puis 5 ans de traitement et ensuite des examens réguliers en fait. Voilà. L'idée de ces examens, c'était justement de vérifier qu'il n'y ait pas de retour. C'est ça, qu'il n'y ait pas de récidive. Et on arrive en 2023, donc 10 ans après le début de tout ça. 10 ans après, j'ai même pas, c'est en 2022 en fait, 9 ans après. Donc j'ai déjà accouché, hein, j'ai eu mon fils en fin 2021. Donc j'avais 41 ans. Et donc en 2022, j'ai des migraines, voilà. Soudain apparaissent des migraines et ça c'était constamment tous les jours, surtout en fin de journée. Tous les jours, j'avais des migraines que je n'ai jamais eues, hein. Je suis pas quelqu'un qui fait des migraines. Là, tout d'un coup, c'est des grosses migraines. Je n'aime pas prendre le Doliprane. Donc, j'ai essayé de tenir le coup, mais c'était tellement douloureux que j'ai fini par en prendre pour essayer, en tout cas, de dormir la nuit, puisque c'était impossible de trouver le sommeil. Ces migraines ont persisté. J'ai dit, c'est bizarre, c'est bizarre. Voilà. C'est pas normal. Je suis pas quelqu'un qui fait des migraines. Pourquoi j'en ai? Aussi, le deuxième symptôme que j'ai vu, c'est que je ne prenais pas de poids. Pourtant, j'avais pas changé ma façon de manger, je mangeais très bien, j'avais plutôt une hygiène alimentaire correcte, saine. Je faisais du sport, voilà, je suis pas en surpoids, donc je comprenais pas, j'arrivais pas à prendre ne serait-ce que 100 grammes. Donc, je me suis dit, c'est bizarre. Le fait que je prenais pas de poids, au contraire, j'ai commencé même à perdre du poids. Et ensuite, la paralysie de ma langue. J'ai eu une paralysie de la partie droite de ma langue. Et c'est comme ça que je me suis dit, bon, il y a quelque chose, ça va pas. Et, allez, on va pas tarder, il faut que je fasse des examens. J'ai fait une série d'examens pendant 8 mois. Entre scanner et IRM, différents scanners, je sais plus combien d'IRM j'ai passé. Et, entre-temps, j'ai été voir un acupuncteur de la place qui a su, dès la première séance, mes migraines sont passées, je n'avais plus du tout eu de migraines jusqu'à maintenant. Alors lui, il est super fort, hein, dès la première séance, plus de migraines. Par contre, la paralysie de ma langue, on comprenait pas. Je suis allée voir ensuite un neurologue qui lui a su trouver quel examen précis il fallait que je passe. Et c'est à partir de là que, c'était retour chez l'oncologue et on m'a fait une biopsie aussi entre-temps au niveau de mes os, puisqu'on a détecté, en fait, lors d'un scanner et IRM que j'avais une boule. On voyait distinctement une boule au niveau de mes cervicales. Dans ma boîte crânienne, enfin, vers le bas. Et donc, suite à la biopsie, on a détecté que je faisais une récidive. Donc, on a retrouvé des métastases de mon cancer du sein dans mes os. Et tout ça, Il a fallu 8 mois. Il a fallu 8 mois. Ouais. Et surtout, le point de départ, c'est toi qui l'as trouvé. C'est-à-dire que, comme tu le disais, tu as eu des premières alertes, donc les migraines, la perte de poids, puis la paralysie. Et quand tu faisais tes examens que tu faisais depuis 10 ans, tout était bon. Les prises de sang étaient bonnes, les mammos, du coup, tous les examens que tu avais étaient corrects et rien n'était alarmant. Rien n'était alarmant, tout était stable, tout était très bien, même à chaque fois, on me disait, c'est très bien, Mariva, t'as un examen nickel. Mais en fait, les examens que je faisais ne faisaient pas apparaître que les métastases se sont logées, en fait, dans mes os. En fait, on cherchait dans les seins. On cherchait directement que dans les seins et dans mon bilan sanguin. Certains récepteurs, je crois, les marqueurs, voilà, on appelle ça des marqueurs, au sujet de mon cancer du sein et qu'on ne trouvait pas dans mon bilan sanguin. Donc, forcément, j'étais en bonne santé à chaque examen. Et donc, c'est vraiment toi, justement, qui a entamé toute cette démarche de dire, je lâche pas, mes migraines passent grâce à l'acupuncture, mais j'ai encore d'autres symptômes et je sens qu'il y a quelque chose. Voilà, j'ai senti tout de suite qu'il y a quelque chose qui n'allait pas et justement, j'avais cette peur de me dire, est-ce que c'est pas plutôt lié à mon cancer du sein d'il y a 10 ans? Donc ça m'a un peu inquiétée et en allant voir mon neurologue, à qui j'ai dû faire un récap de mon parcours médical, qui lui a tout de suite compris. Il m'a dit Mariva, je pense que tu as raison, ça doit être lié à ton cancer du sein, on va faire les examens qu'il faut. Donc lui il m'a fait une ordonnance en précisant exactement quel est le scanner IRM que je devais passer, et voilà, il avait raison en fait. Donc voilà, c'était reparti pour
allez, 4 mois encore d'examen. Donc, j'avais déjà fait 8 mois. Là, c'était 4 mois supplémentaires. Et pour avoir les résultats de ma biopsie positifs, quoi. Voilà. C'était un récidive de mon cancer du sein. Et donc, tu disais, tu as passé 4 mois complémentaires, c'est-à-dire qu'au bout de 8 mois, tu sais que du coup, tu as une récidive, et 4 mois après, tu en sais plus sur l'état du cancer, Oui. sur la forme du cancer, Le stade, le protocole, voilà, et tout. Donc, j'ai eu les résultats. Le 2 février, je me souviens toujours, c'est le 2 février 2023. Et là, on me dit, voilà, il faut que tu arrêtes d'allaiter ton fils. Donc, c'est pour ça que je m'en souviens très bien. Parce qu'à l'époque, t'allaitais ton fils, tu venais d'avoir ton fils il y a quelques mois. Là, il avait 1 an et 2 mois. Et derrière ça, qu'est-ce qui se passe? On te dit que c'est le parti, en fait. Dans un nouveau combat. On dit que je suis au stade 4. Pourtant, je me sens bien. Mais c'est vrai que ça peut faire peur quand on te dit que tu es au stade 4. C'est dur. C'était dur d'accepter. Est-ce que tu considères que c'était un nouveau combat ou c'était le même combat? Non, pour moi, c'était un nouveau. Nouveau peut-être parce que j'étais maman. Enfin, j'étais déjà maman. Donc, je considérais ça comme un nouveau combat. Que tu vis pas que pour toi, en fait. C'est ça. Et j'ai pas accepté la chimio parce que on me dit souvent, oui, pourquoi t'as pas accepté? La première fois t'as refusé, là tu continues, tu persistes. Mais oui, mais c'est mon choix. Quand j'ai eu mon cancer du sein en 2013, j'ai refusé parce que je me sentais capable de combattre la maladie. J'étais plus jeune, j'étais en forme, je faisais un peu plus de sport que maintenant. Et j'étais convaincue qu'on pouvait guérir. Enfin, le corps pouvait guérir seul. Après, bien sûr, il faut avoir les bons outils et avoir une vie saine, enfin, faire ce qu'il faut. Tu pensais, en fait, pouvoir passer outre. Oui. Que, entre guillemets, ta force intérieure, justement, cette fameuse, allait te suffire à combattre. Oui, c'est ça. La maladie. Et aussi parce que je sais, comme on me l'avait déjà expliqué, que voilà, la chimio n'est pas capable encore de sélectionner les cellules cancéreuses des bonnes cellules. Donc j'avais un peu peur déjà que j'étais pas en grande forme. J'ai toujours un souci au niveau de mes globules blancs, globules rouges. Je n'ai jamais pu faire de dons de sang. Donc j'avais un peu peur et puis j'avais pas envie de me rajouter un peu plus d'être encore plus malade, malade. Donc j'ai refusé. Voilà, pour moi j'étais convaincue que c'était le mieux à faire de refuser la chimio. Ce que j'ai fait. Et puis pendant les 50 surveillances, après les 50 traitements, je me suis dit, voilà, je suis bien en fait, vu que j'étais régulière dans mes examens, tout allait bien. Donc je me suis dit, j'ai bien fait. Là, la seconde fois, là en 2023, l'année dernière, pourquoi j'ai refusé la chimio? Parce que mon fils avait qu'un an et 2 mois, il était encore petit, enfin petit, oui. Aujourd'hui encore, je considère les petits, mais voilà, il avait qu'1 an et j'avais envie d'être en forme pour m'occuper de lui, plutôt que de subir une chimio, et je pensais pas que je pouvais être aussi forte comme je l'étais avant d'être maman. Et Donc, comme tu l'es aujourd'hui. Merci. Je considère effectivement que je suis aussi forte, encore forte. Donc en fait, tu l'as pas fait pour mon fils. Et continuer à travailler. C'était important pour moi d'avoir une vie active. De continuer à vivre tout simplement, normalement, et voilà. Et on en vient à un sujet dont on a déjà parlé en off toutes les deux, c'est justement ça, c'est de se dire, t'as abordé ce combat en te disant je suis plus forte que tout, et tu t'es pas laissé la possibilité de te reposer et d'avoir des moments, des phases de repos. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, m'arriva-t-il Mariva-Toro. Mariva-Toro, en plus. Heureusement, je suis pas buffle. Mais ouais, Mariva-Toro, j'ai pris conscience au fur et à mesure où j'ai commencé à faire le traitement, à suivre, parce que j'ai été très têtue, hein, il faut le dire, j'avoue. J'étais un peu têtue parce que le traitement était lourd au début, hein. L'année dernière, quand on m'a donné le protocole, parce que je refusais la chimio, mais ok, Mariva, n'empêche que voilà, c'est ton choix. Voilà, le traitement qu'on te donne, c'était quand même assez lourd avec des injections. J'en ai 4 tous les mois, des cachets tous les jours. Donc, il a fallu que je trouve un équilibre.
Donc au début, c'était pas évident parce que c'était très très fort. Entre-temps, au bout de 6 mois, on a changé mon protocole, hein. Je suis passée à des cachets un peu moins forts, mais toujours aussi lourd, voilà. Et entre-temps, je me suis documentée, je me suis dit tiens, pourquoi pas la naturopathie? Que je faisais déjà, je voyais déjà ma naturopathe, mais j'ai été plus assidue, on va dire. Elle a vraiment axé les soins autour de ma maladie, parce que c'est vrai que les médecins, ils te donnent un protocole, voilà. Tu prends ça, tu fais ci, tu fais ça. Mais à côté de ça, on te dit pas qu'est-ce qu'il faut faire pour que ton corps supporte tous ces traitements. On te dit pas vraiment quoi manger. En tant que patient, enfin, en tant que malade, c'est à nous aussi de se documenter, voilà, de chercher les moyens pour rester en forme, aider son corps à supporter tout ça. Voilà. Oui, c'était un vrai sujet pour toi. Tu as réussi à conscientiser ça en te disant, en clair, encore une fois, je mets toutes les chances de mon côté Oui. et je donne tout pour aller bien. Voilà. J'ai commencé un peu de méditation. C'est comme ça que j'ai connu Julia, d'ailleurs. Donc, j'ai eu une ouverture sur d'autres moyens de bien se sentir dans son corps, d'écouter son corps surtout. Et franchement, oui, ça m'a beaucoup aidé. J'ai lu d'autres ouvrages, je me suis documentée encore, j'ai continué et je sais que le principal, en fait, c'est qu'il faut écouter son corps et se reposer quand il faut. Donc, voilà ce qui a amené ça fait depuis 1 an et demi que mon médecin me rabâche, il faut te mettre en mi-temps thérapeutique, il faut que tu te reposes. Je n'ai jamais accepté jusqu'à il y a 3 mois. Donc, j'ai commencé une mi-temps thérapeutique et ça me fait du bien, c'est vrai comme j'ai dit au début, je suis très active. J'ai besoin d'être active dans ma vie de tous les jours, à la maison, voilà, dans ma vie privée comme au travail. Mais il y a 3 mois, je me suis dit, c'est vrai qu'il faut que j'écoute quand même, mon médecin, en fait. Il sait mieux que moi, c'est son travail. Et j'ai aussi mon conjoint, ma fille qui me répète tous les jours qu'il faut que je me repose. C'est vrai, j'en fais beaucoup. Et maintenant, j'ai compris, hein, ça fait 3 mois que je suis en mi-temps thérapeutique. Je fais mes soins à ma naturopathe. Je prends des compléments alimentaires pour aider mon corps à mieux supporter tout ce que je prends, tout ce qu'on m'injecte et dormir, hein, parce que je n'aime pas et je n'arrive pas à faire la sieste dans la journée. Donc, je fais en sorte d'écouter tes podcasts. J'écoute d'autres vidéos, d'autres podcasts de méditation, voilà, qui m'aident, on va dire, à trouver le sommeil. Et dans la journée, parce qu'en pleine journée, c'est dur de dormir, mais voilà. Je fais en sorte d'écouter mon corps. C'est vrai que dès que j'ai un coup de mou, dès que je sens que je peux pas me lever ou marcher correctement, voilà. Il faut savoir s'écouter et se reposer. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, une situation déclencheur pour que tu te dises, bon, là, il est temps que je prenne soin de moi? Oh oui, j'ai fait 2 chutes à la maison. Les 2 fois, j'étais toute seule en plus. La première fois, je suis tombée dans mon jardin, mais d'une marche. J'ai pas pu me relever, j'étais toute seule. C'était un matin, tout le monde était parti. Mon conjoint au travail. Mon fils, je venais le déposer à la garderie parce qu'il allait pas encore à l'école. Mon beau-fils et ma belle-fille, ils étaient déjà à l'école. Donc voilà, j'étais toute seule. Et je suis tombée, je suis laissée par terre pendant au moins, un bon quart d'heure, jusqu'à ce que je trouve la force à me relever par moi-même. Voilà, en rampant et en m'appuyant à un mur. La deuxième fois, je venais de déposer mon fils à la garderie et en retournant à la voiture, voilà, j'ai trébuché, je suis tombée. Ah non, pardon, je suis tombée 3 fois. Et la troisième fois, je suis tombée à la garderie en déposant mon fils, voilà. Et je suis tombée en plus avec mon fils parce qu'il s'accrochait à mes jambes, et voilà, je suis tombée. Donc, depuis février de cette année, je marche avec une canne parce que justement, pourquoi je suis tombée, c'est qu'on a vu que mes jambes, en fait, peuvent me lâcher à tout moment. Et ça, par contre, c'est dû au traitement. Enfin, vraisemblablement, c'est dû au traitement. Et donc, tu dirais que tout ça, justement, le fait de prendre du temps, de réussir à dire, OK, là, c'est trop et je prends une canne, etc., c'est parce que, tout compte fait, tu as fini par lâcher prise? Oui, je peux pas dire que j'ai lâché prise à 100%, mais du moins, en tout cas, c'est un gros travail que je fais sur moi, oui. Lâcher prise. Et ça, c'est tellement facile à dire, mais tellement compliqué à l'appliquer. On m'a dit que là, je suis pas encore à 100%. On m'a dit que je suis à 70%. Allez, je vais tourner envers moi-même, mais c'est 70%. Après, je trouve que j'ai la capacité, le mental est tellement important. Je relativise beaucoup sur ma situation parce que voilà, je suis pas quelqu'un qui me plaint. J'aime pas trop parler de ça. Par contre, si on me le demande, oui. Oui, parce que quand on me voit avec une canne, on va forcément me dire, mais Marieva, qu'est-ce que t'as? Il est arrivé quelque chose? Tu t'es fait une entorse? Enfin, voilà. Donc, oui, là, depuis, on m'a dit que quelques semaines, j'ai plus de facilité à dire ce que j'ai. Au début, non. Et donc, je relativise beaucoup.
parce que je me dis que je ne dois pas me plaindre. Si je dois revivre cette expérience, cette étape de ma vie, c'est qu'il y a une raison. Je pense que tout est lié à des émotions, voilà. Le vécu que j'ai eu quand j'étais enfant, il y a un travail à faire. Je pense que l'hypnose aide beaucoup à trouver le pourquoi du pourquoi et avancer en fait, mais surtout relativiser, parce que je me dis toujours que quelque part il y a toujours d'autres gens qui vivent pire que moi en fait. Ok, j'ai un cancer, mais et alors je suis toujours là, je respire encore, je suis bien entourée. J'ai un super job, j'ai un super travail, je suis bien encadrée, je suis bien entourée, donc je vais pas me plaindre en fait. Il y a d'autres gens qui vivent pire que moi, qui n'ont pas de tort, qui n'ont pas forcément à manger tous les jours à table chez eux. Il y en a qui vivent dans la rue, enfin voilà, donc on relativise. Ça, c'est quelque chose que j'admire beaucoup chez toi. Tu le sais, je te l'ai déjà dit, je crois, plein de fois. Et en même temps, j'ai envie de dire quelque chose que tu m'as dit, c'est que on a le droit de pleurer. Oui. On a le droit aussi d'avoir des moments plus compliqués. On a le droit de pas toujours être à 3000% à se battre constamment, parce que je sais que t'es une battante et c'est ce que tu nous prouves là encore. Et en même temps, c'est important de, comme tu le disais, de prendre soin de soi et de pleurer quand on en a envie, de vivre ces Oui. émotions. C'est ça. Le corps a envie de pleurer, donc il faut laisser son corps, ses larmes couler. Il faut s'accorder ces moments de, comme on dit, se retrouver, qu'on soit devant les gens ou pas. Si on a envie de pleurer, on pleure. Avant, je me refusais de pleurer parce que pour moi, c'était juste une faiblesse. Mais en fait, Est-ce que c'est pas un signe de force de réussir à justement assumer ses émotions, ce qu'on fait, tu vois? si. Et je l'ai réalisé lors d'un podcast que j'avais vu, c'était un patient en fait. En plus, c'était un patient, je me souviens, qui parlait de ses émotions et qui disait pourquoi on s'empêche de pleurer? C'est pas une honte, au contraire, c'est une force de se lâcher. En fait, c'est une forme d'expression. Pleurer, voilà. Parce qu'une fois qu'on pleure, on est bien appelé. Le cœur est soulagé, le corps est soulagé, la tête est soulagée. Donc, en fait, pleurer, c'est comme rire. On s'exprime. Et c'est primaire comme émotion, comme expression. On regarde des bébés, justement, quand il y a quelque chose qui va pas, et Exactement. avant même la parole, ils pleurent. Mhm. Donc les pleurs, ça, en effet, je te rejoins, ça doit pas être tabou, ça doit Oui. pas être... C'est pas que du négatif, en fait. On peut pleurer parce que, voilà, on a besoin de se lâcher. Le lâcher prise. Toujours, on en revient toujours à la même chose, le lâcher prise. C'est ça. C'est drôle parce que justement, on en parlait avant d'enregistrer ce podcast. Moi, sur quoi je voulais vraiment appuyer, c'est sur ce mindset et sur l'évolution aussi de ce mindset, parce que on n'est pas trop rentré dans les détails, mais quand t'as appris du coup cette récidive, alors il y a eu une phase de down, mais très rapidement tu t'es dit j'y vais, je suis plus forte que tout et je Voilà. fonce. Et là, on fait plus n'importe quoi. En fait, il faut que je change mon mode de vie, mon mindset. Et je sais que le lâcher prise, c'est comme un médicament, en fait. Voilà. T'as plusieurs médicaments devant toi. T'as le lâcher prise, t'as t'écouter, te reposer, bien manger. Prendre soin de... Prendre soin de soi. C'est ça, et donc, au-delà de ta santé, c'est ce qu'on disait, hein, au-delà de ta santé physique, ta santé mentale aussi. Parce que tout est lié, tout qu'on fait. Tout est lié. Et le mental fait beaucoup, en fait. Le mental fait, je crois, 50% du job pour aller mieux. Et les cellules, elles se régénèrent. Et donc, je suis convaincue qu'on a les moyens. Il y a les moyens. C'est un peu plus lent peut-être, mais au moins on va dire, j'ai un semblant de vie. Oui, non, je vais pas me plaindre. Je suis pas un semblant de vie. J'ai une vie normale. Tous les jours, quand je me réveille, je dis, merci Seigneur pour le souffle de vie que tu m'accordes encore aujourd'hui. Et je continue ma vie normalement. Je pète un câble, voilà. Quand ça va pas, je pète un câble au boulot. Je pète un câble après mon chéri, après mon fils, voilà, quand je suis pas contente. En fait, je vis normalement, voilà. C'est pas ma maladie qui va faire que je dois changer mon mindset, que je dois être victime. Non, non. Mais je suis toujours la Maëva qui reste active, qui va prendre soin d'elle maintenant, qui va faire ce qu'il faut, lâcher prise. Faut arrêter, il faut le faire et la faut aller jusqu'au bout là, jusqu'à 70, il me reste encore 30%. Et je suis bien entourée, j'ai de la chance. On est à Tahiti, on a une qualité de vie qui est géniale, on peut pas se plaindre. C'est interdit de se plaindre. Est-ce que c'est interdit de se plaindre? Moi, en tout cas, je m'interdis de me plaindre. Si tu t'es tout le temps constamment en train de te plaindre de ci, de ça, mais je me dis, mais comment tu peux avancer, en fait? Mais pourtant,
Juste avant, tu disais que pleurer, c'était OK. Oui. Est-ce que lâcher prise, c'est pas aussi parfois se plaindre? Est-ce que c'est pas OK parfois de se plaindre, de pas être content, de grogner, de crier, de dire j'en ai marre, J'en ai marre, mais j'ai besoin de dire les choses. Les gens qui me connaissent bien savent que quand j'ai une pensée, eh ben, j'ai besoin de le dire verbalement. Ma pensée, elle ne reste pas dans ma tête. J'ai besoin de le dire que quand c'est bien et quand c'est pas bien. Donc c'est OK de se plaindre. Oui, des fois, mais c'est même pas se plaindre, en fait, c'est dire, ah, mais tu aurais pu faire ça. Bon, OK, t'as pas fait. Mais fais-le la prochaine fois. Pour moi, c'est pas forcément se plaindre, mais c'est s'améliorer. C'est dire, tu peux t'améliorer, en fait, si t'avais fait ça, comme ça, comme ça. Mais oui, t'as raison. T'as raison, Angie, de dire que c'est une forme de se plaindre. Et c'est en même temps complètement humain. On en a parlé et tu disais justement, c'était le début de cette dernière petite discussion. Tu disais ouais, je vais pas me plaindre parce que je suis bien entourée. Et ça, je voulais revenir là-dessus aussi parce que dans tout ce mindset global de lâcher prise, de prendre du temps pour soi, de s'écouter, de savoir s'écouter, de savoir s'accepter et accepter la situation, c'est aussi important, je pense, de savoir s'entourer. Ah oui. S'entourer. On dit c'est facile. Allez, je t'envoie mes good vibes. Ah, Mariva, prends soin de toi. Je t'envoie mes bonnes vibes et tout. Ça, c'est bien, oui. C'est vrai. Ça, tout le monde ne le fait pas forcément, mais c'est humain. Des fois, on n'a pas envie de voir des gens. On n'a pas envie de sortir. On n'a pas envie parce qu'on se dit, ah ben non, moi, je suis fatiguée. Non, enfin, souvent, ce que je faisais, pour dire la vérité, j'ai été fatiguée, mais j'y allais quand même. Parce que ça me fait plaisir de revoir certaines personnes, parce que ça le fait pas moi, l'année dernière elle est venue à mon anniversaire, alors cette année si je vais pas, ça le fait pas. J'avais besoin de montrer ma reconnaissance. Voilà. Même dans la maladie. Ouais. Tu étais encore à prendre soin des autres, encore une fois. Voilà, je sais pas pourquoi, c'est fou, hein, mais j'ai ce besoin de prouver que je vais bien, en fait. Et du coup, je me suis dit, non, ok, Mariva, elle veut aller à un anniversaire, Mariva, elle veut ci, elle veut ça. Mais à côté de ça, j'ai mon conjoint qui fait tout pour que je sois bien à la maison. Si en plus, quand je reviens, je suis pas bien, et lui, il doit ramasser les pots cassés, non. En fait, il faut que j'arrête. Donc, c'est comme ça que je me suis rendu compte que j'en demandais trop à mon conjoint, je pense. Et donc, il faut que je me connaisse ceux qui m'entourent bien, qui me soutiennent bien. Et lui en premier, donc j'ai commencé à arrêter. Voilà. J'ai commencé à refuser les invitations. Parce que il fallait que je m'écoute et en même temps, c'est pas à lui de tout faire, quoi. De supporter, il me soutient bien, il est toujours là, présent. Donc à moi aussi, de le remercier, de lui montrer que je prends soin de moi, que je fais pas la Mariva Toro exigeante et qui continue toujours à avoir une vie normale. Donc je me dois aussi de rester auprès de lui parce que lui c'est pas à lui de tout porter, quoi. Donc on porte à deux mon fardeau, ma maladie, et j'ai de la chance, oui. J'ai de la chance de l'avoir. Comme il a de la chance de t'avoir. Voilà. Merci. Et je reviens juste sur un point. Je suis sûre que si on lui posait la question là tout de suite, il te dirait pas qu'il en a trop fait. Il te dira jamais qu'il en a trop fait parce que quand on aime, on compte pas. Et je suis sûre que tout ce qu'il fait pour toi, il le fait volontairement. Et ce qui est beau, encore une fois, c'est que dans cette décision, tu l'as faite pour lui. Tu me parles pas de toi, tu me dis pas, voilà, je me suis arrêtée pour me reposer. Tu dis, je me suis arrêtée pour me reposer parce que il faisait tout. Oui, c'est ça. Je suis sûre que là, il te dirait de lâcher prise. Et souvent, mais c'est vrai, en plus, c'est même des sujets de dispute, hein. Il est là, mais arrête de penser à moi, c'est bon, je gère. Et je suis là, ben non, sinon tu vas tout faire. Ça aussi, c'est un sujet, on en a parlé, je crois, un peu avec Justine, mais en tant que patient, avoir un regard sur vous, sur vos accompagnants, comme on appelle ça, donc votre famille, enfin les gens qui t'entourent, c'est particulier parce que toi tu as ta relation à ta maladie et lui il a sa relation à ta maladie aussi, et c'est vrai que vous devez partager ça et comme tu dis, porter tous les deux ça. Et parfois il y a peut-être un peu de culpabilité qui se loge dans tes pensées.
Et je reste certaine que de son côté, il y a pas à avoir, quoi. Non, jamais. Et je sais qu'il est pas comme ça. Je sais qu'il le pense pas du tout. T'as raison. C'est fou, tu le connais quand même, mais tu as très bien vu, ouais. Jamais il m'a fait sentir ça. C'est moi toute seule qui me fout la pression, en fait. Pour te dire que tellement je veux qu'il soit bien, que je l'ai emmené voir ma naturopathe et je l'oblige à faire au moins une fois par mois un soin avec elle. Il se plie en quatre. Mais je lui ai dit, mais va au moins voir Christelle. Tu en as besoin aussi. Donc j'ai fait en sorte qu'il soit quand même bien. Et c'est super parce qu'il m'a écouté et il voit que ça lui fait du bien. Donc maintenant, il prend le pli et il va la voir. Donc je suis contente. Je dois être chiante quand même. Mes collègues de bureau, on devrait leur demander leur avis, mais ouais, je suis chiante quand même tous les jours, Tu m'avoir crois sur leur dos. vraiment que c'est ce qu'il dirait de toi? Moi, je suis persuadée que non. Je sais déjà que non. Même professionnellement, je suis bien accompagnée et ça, c'est tellement important de bien se sentir dans son travail, de se réveiller le matin. Ah, on a la pêche, on est content d'aller au travail parce qu'on sait qu'on va pas te juger. Oui, et puis surtout, je sais que j'ai le soutien de mes deux patrons. Ils sont formidables. Et j'ai de la chance. C'est pour ça que je me dis, mais j'ai pas à me plaindre. J'ai tout. Tout est là. Mes frères me comprennent parce que, voilà, chacun à notre tour, on s'occupe de notre papa parce que, voilà, notre papa, il s'est occupé de nous depuis depuis qu'on est petit, hein. On a notre maman qui vit en France depuis que j'ai 10 ans. Bon, j'ai 44 ans aujourd'hui. Donc, on a grandi avec notre papa. Depuis que je suis malade, je peux plus m'en occuper. Et c'est vrai que même ça, j'arrive à culpabiliser parce que, je me dis, ah, mes pauvres frères, quoi. C'est eux qui doivent tout le temps aller voir mon papa, comment il va, s'occuper de ses courses. Mais là, depuis peu, voilà, parce que je me sens un peu mieux. Du coup, je me suis remise à m'occuper un peu de lui. Voilà, je suis allée le chercher, je l'ai emmené chez le médecin. C'est marrant parce qu'on est tous les deux en Cannes. Alors, mon papa a fait 2 AVC, donc aujourd'hui, il est en Cannes. Donc, quand on nous voit tous les deux en Cannes, je vois les gens qui nous regardent avec un léger sourire parce qu'ils doivent se dire, ah, ben, ça, c'est tel père, telle fille. Ben, oui. On n'a pas la même maladie, mais enfin, c'est marrant de nous voir tous les deux côte à côte, marcher lentement, on se déplace lentement. Mais je suis contente, en fait, de pouvoir aider et m'occuper un petit peu de mon papa, malgré tout. On en revient au sujet principal. Tu as ton histoire, tu es dans ce parcours de soins qui est éreintant tant physiquement que mentalement. Et tu culpabilises de pas pouvoir t'occuper comme tu le souhaites de ton papa. Tu culpabilises de laisser ton chéri trop faire. Ça montre à quel point ta générosité, elle est sans limite, quoi. Elle est sans limite Ouais, dans n'importe quelle circonstance. Je me rends pas compte, c'est fou, hein. Tu as cet entourage, tu fais déjà beaucoup pour eux. Permets-toi qu'ils en fassent aussi pour toi. Permets-le-toi. Avant de conclure, je voulais voir avec toi si tu avais peut-être quelque chose à dire pour les personnes qui nous écoutent, qui pourraient peut-être se reconnaître dans ton parcours, dans ton histoire. Peut-être un dernier petit message pour eux. Ben, ce que je pourrais dire, c'est que peu importe que ce soit un cancer ou une maladie cardiovasculaire ou le diabète, peu importe, si on n'écoute pas son corps et si on fait pas ce qu'il faut, on n'est pas honnête envers soi-même et envers son corps. Et rien qu'une chose, en tout cas moi dans mon cas, je prends soin de mes pieds. Je fais beaucoup de soins sur mes pieds parce que c'est les pieds qui portent ton corps, qui te portent tous les jours, que tu fasses 30 kilos ou 100 kilos, peu importe. Prendre soin de ses jambes, prendre soin de sa tête, c'est-à-dire le mental. Quand t'es pas bien, parle. Il faut pas hésiter à en parler. Que ce soit à ton conjoint. Si ton conjoint n'a pas l'écoute que tu attends, eh ben, ça va être un membre de la famille. Ça va être une collègue au bureau ou un collègue. Ou, enfin, avec quelqu'un qui saura t'écouter. Pas forcément te donner des conseils, mais déjà t'écouter, c'est déjà bien parce qu'en parler, c'est important. Sortir les mots, je trouve que ça fait du bien. Et moi, forcément, ça joue au mental. La personne en face de toi qui va t'écouter, elle saura être l'épaule que tu as besoin pour te poser. L'oreille que tu as envie qui t'écoute. Et même le regard, rien que le regard ou le toucher, la personne en face de toi va poser la main, elle va te tenir, elle va t'encourager. Ça peut amener de la force, du soutien. Même si ça va durer 5 minutes, comme ça peut durer 1 heure. Mais ça fait tellement du bien. Et après, ben voilà, comme j'ai dit toujours, le mental est important. Ça fait 50% du travail sur le corps pour t'amener vers la guérison. Je te rejoins et j'ai envie de finir avec ce mot, enfin ces 2 mots. Tout ce que tu as dit, je trouve que ça résonne comme
être bienveillant. Ce soit des deux côtés, être bienveillant envers soi-même, envers son corps, envers sa tête. Et aller chercher de la bienveillance chez les gens pour se faire du bien, parce que parfois on est très exigeant envers nous-mêmes, on est très bienveillant envers les autres, mais pas l'inverse. Et donc c'est aller chercher ça aussi. Avant vraiment de finir cet épisode, je voudrais faire un petit exercice que tu connais peut-être déjà, c'est l'exercice du vrai-faux. Je te donne des phrases et tu me dis si selon toi elles sont vraies ou fausses. Ok. La première. Il est normal d'avoir des moments de faiblesse pendant un combat contre la maladie. Vrai ou faux? Est-ce que c'est quelque chose que tu as appris en cours de route? Oui. On va dire, j'ai appris ça là, depuis le début de l'année. Pourtant, le cancer du sein, je l'ai eu en 2013. C'était pas évident. Enfin, j'y ai même pas pensé, en fait. Et je pense que c'est moi. C'est à cause Tu t'es pas moi-même. autorisée Jamais. à lâcher prise. Jamais. Et je pense que je suis pas la seule. Hélas. C'est ça, quand on a un tempérament de battant, on se bat. Oui. Et la faiblesse, Sans tu vois, limite. on a du mal à accepter. Montrer la faiblesse et même se dire qu'on est faible, c'est dur. Et pourtant, c'est important parce que c'est humain, encore une fois, c'est ce qu'on disait. C'est Oui. important. Et tout le monde a des moments de faiblesse, en fait. Et c'est ok, ça nous prouve qu'on est humain. Et j'en ai conscience que depuis le début de cette année. Il en a fallu. Hein. J'en ai une autre. La communication est essentielle pour traverser des moments difficiles. Ah oui. Vrai. Et la communication, elle est importante dans tout, au final. Hein. Dans tout, tout, tout. Quand tu parles à ton conjoint, ta conjointe, ton mari, ta femme, quand tu parles à tes collègues de travail, quand tu parles à tes enfants, à tes amis, peu importe. Le temps que tu emploies, la manière de le dire, les mots que tu utilises, je trouve quand même c'est un mindset à avoir. Tu peux lire un manuel. C'est un bon début. C'est un bon début. Mais l'appliquer, c'est dur. Et je pense que mes études en sociologie, où j'avais fait une option psychologie, ça m'a tellement aidé à l'époque. Mais j'ai pas su, on va dire, mettre en application ce que j'avais appris. Lorsque je suis tombée malade, j'ai pas su la mettre en application. J'ai limite un peu oublié. Alors que c'est vrai, en fait. Voilà. Le verbal, des fois, c'est pire que physique. Donc, la communication, ouais. Ultra, ultra important. J'en ai une autre, une petite dernière. Prendre soin de soi est un luxe, pas une nécessité. C'est pas un luxe, mais plutôt une nécessité. Je dirais pas non plus c'est une nécessité, ça doit être naturel, en fait, de prendre soin de soi. Ça doit être naturel et c'est nécessaire, du coup. C'est drôle, justement, parce que ça conclut bien l'épisode, parce que tu me disais, c'est ce que j'ai appris, et tu vois, encore aujourd'hui, t'es là, je sais pas trop. Et pourtant. Ça dépend des situations, mais oui. Est-ce que c'est pas essentiel de prendre soin de soi? Et prendre soin de soi, ça ne veut pas nécessairement dire aller se faire masser tous les 4 matins en spa. Ouais. Ça veut dire quand je vais pas bien, je communique, Ouais. je vais voir quelqu'un, un professionnel de santé, que ce soit pour ma santé mentale ou physique. C'est quand on a envie d'être belle, ben on va chez le coiffeur. Exactement. On se fait les ongles, ce que les hommes ne comprennent pas forcément, mais c'est comme ça. Nous les femmes, on est comme ça. Hein. C'est faire attention à ce qu'on mange, ce qu'on ingère. Enfin vraiment, c'est prendre soin de soi. Pour moi, c'est essentiel. Ah oui, oui. Faut l'avouer, c'est nécessiteux. C'est vrai, il faut prendre soin de ça. C'est naturel et ça doit être évident. C'est ça doit l'être. C'est vrai que c'est peut-être le mot nécessité qui te gênait. En fait, c'est juste, ça doit être naturel. Ça doit faire partie de ça, de soi, quoi. Oui. Être bienveillant, encore une fois, avec soi et de prendre soin de qui on est. Merci en tout cas, Maréva. Avant de te laisser, je te pose une dernière petite question. Ok. Si on regardait dans ton téléphone, quelle serait la dernière photo que tu as prise? Ben, c'est mon fils. Ton fils. Voilà. Est-ce que c'est pas parfait pour conclure? Oui, mon fils, c'est ma force. Mais beaucoup mon conjoint aussi. Les hommes de ta vie. Ma petite vie de famille, ouais. Et voilà, on pensera à eux pour conclure. Merci encore une fois pour ce moment, pour cet échange, pour tout. Tu sais déjà tout. Et hâte que tu écoutes ça. Oui, merci. Merci Angie. Merci.
Merci à toutes et tous pour votre écoute et pour être restés jusqu'au bout de cet épisode. Encore merci pour votre soutien. D'ailleurs, si vous pouviez prendre une petite minute pour noter ou commenter cet épisode, ça me serait d'une grande aide. Et pour ne rien louper, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Féminouille Podcast.